Merci d'avoir associé le Parlement à cet événement, puisque, en vertu de l'article 24 de la Constitution, c'est lui qui vote la loi, qui contrôle l'action du gouvernement et qui, depuis 2008, évalue les politiques publiques. Et nous sommes de plus en plus nombreux, parlementaires, à nous intéresser à ce sujet pour des raisons qui ont été évoquées. Il en va d'abord du consentement à l'impôt et aux institutions démocratiques. Dans les grands mouvements qui ont secoué le pays dans l'année qui vient de s'écouler, il y avait évidemment, parmi les revendications, celle que des comptes puissent être rendus aux citoyens sur l'usage qui est fait de l'argent public et plus généralement de l'efficacité des politiques publiques. Et donc c'est une raison fondamentale de s'intéresser à cette question d'évaluation. Il en va aussi de la légitimité du pouvoir parlementaire. C'est un ressenti personnel, mais qui est partagé, je crois, par un certain nombre de collègues, avec les réformes, je dirais, successives de la Constitution, la fin du cumul des mandats, la fin de la réserve parlementaire, donc les évolutions à la fois à tous les niveaux normatifs. Le parlementaire se retrouve dans un no man's land et est en train d'essayer de réfléchir à la manière dont il pourrait redéfinir son rôle. Et à notre avis, à mon avis et à notre avis, parce que j'embarque avec moi mes collègues ici, le contrôle de l'action du gouvernement et l'évaluation des politiques publiques est une manière je dirais, de retrouver peut-être une forme de crédit dans l'opinion publique qui, on l'a vu ces derniers mois, ces dernières années, montre parfois un certain nombre de réflexes anti-parlementaires d'une certaine manière. Je voudrais dire avec vous, Madame la Présidente, que la note, le document du dossier du participant qui vous a été remis est absolument remarquable. Et qu'il traite le sujet de manière très synthétique et extrêmement efficace, en abordant à la fois, et ça a été aussi fait par le vice-président, la question de l'amont et la question de l'aval. Et donc je vais partir de l'amont pour aboutir à l'aval en vous donnant peut-être une liste des sujets qui me paraissent les plus intéressants et les plus importants. De quels outils disposons-nous au Parlement pour prendre nos décisions et voter les lois avant même de le faire? Il y a évidemment en premier lieu l'avis du Conseil d'État sur les projets de loi. C'est extrêmement précieux. On vient d'examiner le projet de loi relatif aux lois bioéthiques, dont Jean-François Eliaou était rapporteur. Je me suis, comme un certain nombre de mes collègues parlementaires, raccroché des deux mains à cet avis du Conseil d'État pour formuler ma conviction intime sur ce texte. Et donc cet élément-là est absolument fondamental, ce qui nous avait conduit dans un rapport que nous avons rédigé avec Jean-François Eliaou à souhaiter, et c'est la première, je dirais, piste de réflexion, que ces avis du Conseil d'État puissent être étendus à d'autres textes, pas simplement les projets de loi, mais éventuellement aux propositions de loi, et éventuellement aussi aux amendements substantiels, et notamment aux amendements du gouvernement qui viennent parfois un peu tard dans le processus, contournant ainsi, ou contournant de fait, l'évaluation en amont qu'on aurait pu souhaiter. Deuxième élément, et ça a été cité, les études d'impact qui ont été introduites par la révision constitutionnelle de 2008. Le Conseil d'État, cela a été dit, les évalue scrupuleusement et a émis un certain nombre de réserves à la fois sur leur champ, mais aussi sur le fait que peut-être implicitement on peut regretter que cette évaluation se fasse de manière trop proche de celui de la plume de celui qui rédige le texte. Alors, de ce point de vue-là, on pourrait en tout cas souhaiter que ces études d'impact puissent être étendues à d'autres textes. Effectivement, les projets d'ordonnance, ça a été cité, ça me paraît évidemment très intéressant puisque on voit ces projets d'ordonnance devenir de plus en plus nombreux. Et on pourrait aussi, dans une reconfiguration des rôles à l'aune, ou en tout cas alors que l'on s'apprêtait à discuter d'une réforme constitutionnelle dont on ne sait plus très bien si elle va arriver, mais dont on peut souhaiter qu'elle arrive, de voir si le CESE, dans certains cas, puisqu'il sera associé à vos travaux, ne pourrait pas lui aussi adjoindre à l'étude d'impact une forme d'avis qui serait élaborée avec la méthode de concertation qui est la sienne. Et ça serait cette deuxième recommandation sur les études d'impact, peut-être d'en élargir le champ et d'y associer d'autres institutions comme le CESE. Il y a une pratique un peu plus récente que les avis du Conseil d'État et que les études d'impact qui peut
être très utile, mais qui à ce stade est très expérimental. C'est ce que l'on appelle de plus en plus communément la concertation préalable à la rédaction du projet de loi. C'est-à-dire qu'on va essayer d'interroger très largement et sous des formats variés la société civile organisée, avant même que, je dirais, le gouvernement se mette à travailler en chambre à la rédaction du texte. Alors, comme c'est expérimental, parfois ça marche bien, parfois ça marche moins bien. On a, dans les années qui viennent de s'écouler, des exemples de succès avec, par exemple, la loi Pacte, le projet de loi pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a fait l'objet d'une concertation associant députés, chefs d'entreprise et une plateforme Internet qui a rencontré un grand succès et qui a servi au gouvernement pour calibrer un certain nombre de ces décisions. Et puis, il y a eu des expériences un peu plus contestées avec la bioéthique où l'engouement que la plateforme de consultation sur Internet a suscité a été critiqué par celles et ceux qui considéraient que les conditions n'étaient pas réunies pour avoir un vrai débat national par cet intermédiaire. Mais en tout cas, il y aurait là une troisième piste de réflexion qui rejoint un peu l'idée d'associer plus largement la société civile à ce travail d'évaluation, de voir comment est-ce qu'on peut le mieux possible tirer les leçons de ces premières expériences pour généraliser peut-être ou systématiser une forme de pré-consultation, puisque les outils le permettent aujourd'hui, de la société civile. J'arrive maintenant à la matière budgétaire, puisque à l'heure où nous parlons, le projet de loi de finances est examiné à l'Assemblée nationale. Et en matière budgétaire, nous disposons d'outils complémentaires aux études d'impact, aux avis du Conseil d'État. Le Haut Conseil aux finances publiques, créé par la loi organique de 2002, et qui est situé, comme l'est la Cour des comptes, à équidistance du Parlement et du gouvernement, et qui est présidé par le premier président de la Cour des comptes, va vérifier que les hypothèses macroéconomiques du gouvernement pour l'établissement du budget sont les bonnes. Et il va donc remettre un avis au Parlement sur la base duquel un certain nombre de décisions vont être prises. C'est une bonne chose, évidemment, et ça a amélioré la discipline dans la discussion budgétaire. On pourrait souhaiter que le Haut Conseil aux finances publiques aille plus loin dans son analyse, qu'il ne se contente pas de vérifier que les hypothèses de taux de croissance que retient le gouvernement sont bien conformes au consensus des économistes, mais qu'il aille plus loin et qu'il se dote d'outils et de moyens, évidemment, d'émettre des avis sur certains projets de réforme. En tout cas, ça permettrait de répondre à une des demandes des parlementaires. J'y reviens dans un instant. Ça, c'est le premier outil. Deuxième outil, tout nouveau, c'est le Haut Conseil pour le climat, qui a été créé par décret du 15 mai 2019 et qui désormais, suite à la loi énergie-climat de 2019, rendra un avis sur un rapport sur les incidences en matière de réchauffement climatique du projet de loi de finances. Donc là, c'est tout nouveau et c'est à peine expérimenté cette année, mais un nouveau rapport que le gouvernement doit remettre au Parlement sur les incidences pour le réchauffement climatique du PLF, du projet de loi de finances, qui devrait être soumis à un avis de ce Haut Conseil pour le climat. Je pense que si ça marche, ça sera effectivement une très bonne chose, parce qu'il y a le volet budgétaire, mais il y a aussi le volet environnemental, et ça peut devenir un instrument d'évaluation ex-ante très puissant. Puis la dernière nouveauté en matière d'outils budgétaires d'évaluation ex-ante en amont, c'est ce que nous avons fabriqué nous-mêmes à l'Assemblée nationale, c'est-à-dire un simulateur fiscal pour vérifier ou pour mesurer l'effet des réformes de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, l'IRPP, sur les finances publiques et sur les inégalités. C'est une collaboration entre la Commission des finances de l'Assemblée et Etalab. Vous pouvez consulter cet outil, en tout cas en partie, sur le site internet leximpact.beta.gouv.fr. Vous aurez une partie des fonctionnalités, mais pas toutes, parce que certaines des fonctionnalités, notamment le coût pour les finances publiques et la répartition des effets par décile de revenus, n'ont été possibles que grâce à une décision de l'INSEE de mettre à disposition des députés via cet outil un certain nombre de données qui jusqu'à présent étaient réservées aux chercheurs. Donc, quatrième piste de réflexion, comment pouvons-nous aller plus loin sur cette évaluation ex-ante en matière budgétaire? Je vois deux chemins possibles, mais à mon avis, nous n'avons pas le choix que d'emprunter l'un ou l'autre. Le premier, c'est de faire un peu comme on l'avait recommandé avec Jean-François Eliaou dans notre rapport, d'approfondir ce que nous pouvons faire en interne à l'Assemblée, comme ça existe aux États-Unis, aux Pays-Bas, aux États-Unis, au Canada ou en Italie, c'est-à-dire un office parlementaire d'évaluation
qui ne soit plus simplement un simulateur fiscal à la main des députés, mais qui puisse vraiment produire de l'estimation, pas seulement sur l'impôt sur le revenu, mais sur les autres impôts. L'alternative, c'est de ne pas le faire à l'intérieur du Parlement, mais de le faire à l'extérieur, avec, par exemple, le renforcement du Haut Conseil aux finances publiques ou du Haut Conseil pour le climat, et d'aller plutôt dans le sens de ce qu'ont fait les Britanniques avec l'Office of Budget Responsibility, qui se situe un peu à équidistance de l'exécutif et du pouvoir parlementaire, et qui va donc là aussi émettre des avis qui sont très suivis. Je bascule de l'amont à l'aval, et j'essaye de me dépêcher pour ne pas prendre trop de temps. Sur l'aval, le vice-président l'a rappelé, le paysage est morcelé et peut-être moins fertile qu'ailleurs. Beaucoup d'évaluations sont réalisées dans notre pays, avec les corps d'inspection, bien sûr, France Stratégie, qui a parmi ses missions celle d'évaluer les politiques publiques, la Cour des comptes, qui joue un rôle essentiel dans le processus d'évaluation budgétaire, et puis les instances internes à nos assemblées, et pour citer celle de l'Assemblée nationale, le comité d'évaluation et de contrôle, la mission évaluation et de contrôle de la Commission des finances, celle de la Commission des affaires sociales, l'OPEXT, l'organisme parlementaire des choix scientifiques et technologiques. Toutes ces instances-là produisent de l'évaluation sans qu'elles ne dialoguent nécessairement. Et donc la 5e piste de réflexion, ce serait à tout le moins de trouver une meilleure coordination. Il y a eu un début d'effort dans ce sens-là impulsé par l'Assemblée nationale. Et encore mieux, de trouver le langage commun que vous appeliez de vos voeux, monsieur le vice-président, qui permettrait à chacun de ces acteurs, dans leur rôle parlementaire, membres de la Cour des comptes, du Conseil d'État, de pouvoir se familiariser avec l'évaluation qui est produite par les autres institutions pour que toute cette connaissance-là circule. Deuxième peut-être difficulté qui explique pour les raisons pour lesquelles le bilan de l'évaluation des politiques publiques en aval est nuancé, comme vous l'avez dit, c'est le déficit d'intérêt des parlementaires pour l'évaluation, alors qu'ils disposent d'outils assez puissants pour le faire. Et la raison à cela, c'est que les travaux d'évaluation au Parlement, jusqu'à présent, n'étaient pas réellement suivis des faits. Et là, je veux signaler l'innovation très intéressante et très importante du printemps de l'évaluation, qui a été citée également, qui est cette séquence de 2 à 3 semaines au mois de juin, qui a été ouverte depuis 2 ans à l'Assemblée nationale et qui permet mission de l'État par mission de l'État, aux rapporteurs spéciaux de l'Assemblée nationale, d'interroger directement les responsables de programme et les ministres responsables de ces missions sur l'exécution des crédits et sur les politiques publiques dont ils ont la responsabilité. C'est fondamental et ça n'existait pas. Le seul temps de réflexion réflexive, c'était l'examen de la loi de règlement qui ne tenait en une seule journée et qui ne rentrait pas dans le détail des missions. Donc ce moment-là est fondamental. Il permet aux députés qui ont fait leur travail d'évaluation de se retrouver nez à nez avec le ministre en charge des politiques publiques concernées, et ça leur permet aussi de faire des recommandations qui donnent lieu à des propositions de résolution. Donc la 6e piste de réflexion, ce serait, comme c'était prévu au départ dans la première version, de consacrer ce printemps de l'évaluation dans la loi organique lors de l'examen que j'appelle de mes voeux du projet de loi constitutionnelle. À nouveau, dans sa première version, l'article 6 consacrait le printemps de l'évaluation. Dans la nouvelle version du projet de loi constitutionnelle, l'article 6 a disparu et il nous faudra le ramener dans ce texte par voie d'amendement parlementaire. Dernier point, et je reviens à la société civile sur l'aval des politiques publiques, il y a évidemment beaucoup de mobilisation à trouver auprès de la société civile pour évaluer les politiques publiques. Nous avons désormais des outils pour le faire. Le gouvernement commence à expérimenter avec ces outils numériques une manière de donner la parole aux usagers des services publics, avec notamment un outil qui s'appelle Vox Usager et qui est en train d'être expérimenté dans certains départements. Je crois que la 7e piste de réflexion, c'est de trouver des moyens de redonner une parole aux usagers des services publics, parce que d'une certaine manière, c'est les associer pleinement à l'évaluation des politiques publiques et leur voix sera entendue et réutilisée par les parlementaires, les universitaires, les institutions qui œuvrent à l'évaluation des politiques publiques pour affiner leurs recommandations. Voilà ce que je pouvais dire très brièvement, peut-être pas suffisamment. Je vous remercie beaucoup en tout cas.